Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est votre rendez-vous en tête à tête avec Jean-Emmanuel chez vous aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, on va parler langue, on va parler créole versus français. On va parler aussi de retour en classe avec le choix du livre unique du ministère de l'Éducation nationale. Tout de suite, vous allez découvrir qu'il ne s'agit pas d'un livre unique, mais de plusieurs livres uniques. Et pour discuter de cette question, on a sauté sur l'occasion. On a pris comme prétexte le dernier plaidoyer du professeur Robert Berouet-Auriol pour discuter de l'éducation, des questions linguistiques en général. Je rappelle que Robert Berouet-Auriol est linguiste terminologue. Il a beaucoup écrit sur l'aménagement linguistique en Haïti, enjeux, défis. Il a fait des propositions, il a présenté plusieurs plaidoyers pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Il a parlé de la question linguistique haïtienne, les textes choisis. Comme je vous dis, c'est un spécialiste de la question de la didactisation du créole au cœur de l'aménagement linguistique en Haïti que nous allons interviewer dans la perspective de ce nouveau livre unique. Et vous allez voir la position de Robert Berouet-Auriol parce que j'ai vu passer de nombreuses réactions concernant ce plaidoyer et il va vous en parler. Il n'est ni un défenseur invétéré du créole, ni un défenseur invétéré du français, ni un détracteur du créole, ni un détracteur du français. Il veut l'équilibre des deux langues comme le prévoit la Constitution haïtienne qui parle de deux langues officielles. Tout de suite, nous recevons le docteur Robert Berouet-Auriol. N'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de commenter. Nos invités se font toujours un plaisir d'échanger avec vous. Robert Berouet-Auriol, bonjour. Bonjour. Robert Berouet-Auriol, ma première question, pourquoi ce plaidoyer? Bon, depuis la publication de mon premier livre sur l'aménagement linguistique en Haïti, livre publié par les éditions de l'Université d'État d'Haïti et le SIDICA en 2011, je poursuis un travail de réflexion, un travail de fond sur l'aménagement linguistique dans ses différents volets, notamment le volet jury linguistique. Sur quelle base doit reposer l'aménagement simultané du créole et du français en Haïti, et en particulier dans le système éducatif national qui regroupe, qui offre des services de scolarisation à environ 4 millions d'élèves en Haïti. C'est quand même important sur une population d'environ 12 millions d'habitants. Bon. C'est un plaidoyer qui s'adresse en priorité aux directeurs d'école, aux enseignants et aux parents d'élèves, et également à un certain nombre de cadres du ministère de l'Éducation nationale. Donc, il s'agissait pour moi de présenter un ensemble de propositions et surtout une vision de l'aménagement linguistique fondée sur les sciences du langage et la Constitution de 1987. Quand vous parlez de l'aménagement linguistique, essayons de faire atterrir. Le concept, ça veut dire quoi? Bon, j'emploie volontiers une métaphore très parlante, très simple. Pour vivre dans un nouvel appartement, toi et moi, nous devons aménager cet appartement. Autrement dit, prévoir les installations culinaires, et, la salle de séjour, les chambres à coucher. Il faut donc un ensemble de conditions matérielles pour que le vivre ensemble dans cet appartement soit à la portée de tous. Bon, alors, aménager la langue, aménager les langues, c'est situer un ensemble de
conditions fixées, encadrer un ensemble de conditions législatives, jurilinguistiques, sociolinguistiques, didactiques, pour que ces langues soient fonctionnelles et accomplissent des objectifs précisés dans, par exemple, une loi cadre d'aménagement linguistique. Alors, Robert Berret-Auriol, est-ce que c'est pas quelque peu contradictoire? Quand vous insistez et vous travaillez beaucoup sur l'aménagement linguistique, quand on a l'impression que vous vous en prenez à ceux qui aujourd'hui parlent de la nécessité d'un enseignement essentiellement en créole. Parce que dans la réalité, cet aménagement que tu évoques se prêterait beaucoup plus au créole, c'est-à-dire à la langue maternelle parlée par la majorité. D'accord. Ce n'est pas par hasard que le titre de mon dernier article paru il y a 2 jours, ce n'est pas par hasard que le titre précise l'aménagement simultané des 2 langues officielles du pays au sens des articles 5 et 40 de la Constitution de 1987. Je ne suis pas un militant créoliste, je ne suis pas un militant du créole, je suis un universitaire spécialisé en aménagement linguistique et j'essaye, dans la mesure du possible, de manière analytique, de manière pondérée, de manière documentée, j'essaie de promouvoir un aménagement basé non pas sur des slogans militants, des slogans idéologiques, mais un aménagement basé sur les sciences du langage, basé sur la Constitution de 1987, basé sur ce qu'au Canada, nous appelons la jurilinguistique. Autrement dit, j'essaie de sortir la question de l'aménagement, la vision de l'aménagement linguistique, j'essaie de la sortir d'une espèce d'enfermement dans un discours idéologique trop plein qui évacue des dimensions essentielles de l'aménagement linguistique, notamment, comme je l'ai dit auparavant, les sciences du langage et la Constitution de 1987. Je précise que je développe, j'argumente, je documente de manière constante depuis 2011 un aménagement basé sur les sciences du langage, sur la jurilinguistique, sur la Constitution haïtienne de 1987 et avec en toile de fond la Déclaration universelle des droits linguistiques de Barcelone datée de 1996. Donc, il y a, comme dans tout champ de réflexion et d'activité en sciences humaines et sociales, il y a des visions qui s'affrontent, qui se confrontent. Et moi, j'espère continuer à rassembler autour de cette vision à la fois les directeurs d'école, des cadres du ministère de l'Éducation, les associations d'enseignants, les enseignants, etc. Dans les années 1980, il y a eu cette première grande ouverture sur un bilinguisme à l'école. C'était la réforme Bernard, où on faisait l'introduction du créole dans l'enseignement, mais on sentait qu'il y avait ce souci, pas de parité, mais d'équilibre entre le français et le créole. Ceci nous amène à parler de cette tentative, de l'actuelle démarche du ministère de l'Éducation nationale concernant la langue d'enseignement. Il y a le livre unique qui est publié et on a l'impression que c'est un combat, c'est mettre en porte-à-faux les 2 langues qui sont reconnues, puisque je sais que tu évoques systématiquement la démarche, la Constitution derrière, les 2 langues reconnues par la Constitution. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un refoulement, une tendance à refouler la langue française par rapport à la langue créole. Est-ce que selon vous, la démarche est justifiée? Bon, tu touches du doigt de manière très précise un ensemble de problèmes. La réforme Bernard de 1979, elle a été complètement, elle est inachevée, elle est inaboutie, elle a été
terriblement lacunaire au plan de la didactique du créole, cette réforme Bernard a été boycottée par les grosses pointures de la dictature de Jean-Claude Duvalier. Bon, cette réforme Bernard a été suspendue et finalement est entrée dans une espèce de coma en 1987, coma qui dure jusqu'en 2023. Donc, il n'y a pas eu de fin formelle, d'arrêt formel de la réforme Bernard de 1979. De sorte que jusqu'à présent, l'État haïtien, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, continue de se réclamer de la réforme Bernard sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit. À quoi se réfère-t-on quand on parle de la réforme Bernard, des acquis actuels de la réforme Bernard de 1979, d'une part. D'autre part, il est extrêmement important de prendre toute la mesure que de 1979 à 2023, de l'officialisation du créole et du français dans la Constitution de 1987 à 2023, l'État haïtien n'a toujours pas élaboré et mis en application sa première politique linguistique éducative. Ceci est extrêmement important. De sorte que lorsque les responsables du ministère de l'Éducation s'agitent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., à propos de l'introduction du créole dans le système éducatif, on ne sait pas très bien de quoi il parle de manière précise, parce qu'il n'y a pas de loi d'encadrement, il n'y a pas de référence jurilinguistique, d'une part, et d'autre part, ceci est extrêmement important, les deux plus importants documents d'orientation du ministère de l'Éducation, le plan décennal d'éducation et de formation qui est en principe, en théorie, actuellement en cours d'implantation, et le curriculum de l'école fondamentale, c'est deux documents censés être des documents de premier plan devant guider l'aménagement linguistique dans le système éducatif. Ces deux documents sont extrêmement lacunaires du point de vue de l'aménagement du créole dans le système éducatif. Ils sont extrêmement lacunaires du point de vue de la didactique spécifique du créole. Arrêtons-nous à l'aménagement. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez? Je fais tellement attention. Robert Berwet-Auriol, quand il prend sa démarche professorale, j'ai tendance à, vous voyez mon ami, je comprends. Est-ce que, arrêtons-nous à la question de l'aménagement. Qu'est-ce que tu reproches à ces plans présentés par le ministère? Je reproche à ces plans, et j'en ai fait la démonstration de manière analytique dans plusieurs articles, je reproche à ces plans d'être des plans ponctuels qui entassent un certain nombre de directives ou d'idées sans qu'il y ait une politique stratégique, sans qu'il y ait un dispositif administratif d'encadrement et de mise en œuvre de ces plans. Ceci est extrêmement important et ce qui donne à un très grand nombre d'enseignants actuellement en Haïti avec qui je dialogue de manière constante, ce qui donne l'impression que le ministère de l'Éducation navigue à vue. Aujourd'hui, il s'agit du livre unique. Demain, il s'agira de l'inverse, de l'envers du livre unique. Après-demain, il s'agira de n'importe quoi qui se rapporte au créole. Par exemple, le ministère a décidé de manière abusive, inconstitutionnelle, de ne financer à partir de la rentrée 2022-2023, de ne financer que les manuels rédigés uniquement en créole. Il s'agissait d'une mesure populiste et démagogique que j'ai analysée parce que, premièrement, le ministère de l'Éducation ne sait pas du tout et n'a pas d'instrument d'analyse et n'a produit aucun bilan du nombre d'outils pédagogiques en créole actuellement disponibles dans le système éducatif.
Mhm. Et d'une part, d'autre part, ceci est extrêmement important, jusqu'à présent, la majorité des outils pédagogiques en, en usage dans le système éducatif, eh ben, ils sont rédigés en créole. Mhm. Mais la première chose, Pardon, ils sont rédigés ouais, en français, en français. absolument. Et c'est peut-être là où je te rejoins. Il y a tellement d'aspects. De toute façon, ce n'est pas la dernière fois qu'on va échanger sur ces questions, Robert Berret-Auriol. Je veux qu'on s'arrête sur la démarche du ministère de l'Éducation nationale. Et quand tu as parlé tout à l'heure de déficit d'aménagement, la preuve, il y a eu cette rentrée ratée l'année dernière. C'est-à-dire le livre unique qui avait été annoncé, finalement, l'année scolaire est passée et on n'avait pas le livre unique. Comment pouvait-on annoncer l'application ou l'utilisation d'un livre qui n'existe pas? Ça, je suis d'accord avec toi en ce sens. Mais l'autre chose, effectivement, l'expression naviguer à vue, je traduirais, et dans toute la démarche du ministère, on a l'impression qu'il n'y a pas de planification, effectivement. Pourquoi? Chaque décision vient en fonction probablement d'une revendication, d'une démarche, d'une manifestation, d'une tendance à la dénonciation. Et là, je te rejoins. Mais est-ce que tu penses qu'effectivement, toute la démarche du ministère est une dynamique en aval alors qu'il n'y a pas de planification en amont? Parce qu'en même temps, je veux bien faire confiance au-delà, comme tu l'as dit, de questions idéologiques, de questions politiques ponctuelles. C'est quand même un pédagogue, sa démarche pédagogique est quand même intéressante. Je parle de l'actuel ministre de l'Éducation, Oui, au-delà de la question politique. oui, Nesmi Maniga est un économiste, un enseignant que j'ai personnellement connu à l'époque où j'ai enseigné à l'université Quisqueya il y a une vingtaine d'années. Mhm. C'est un individu qui a des qualités, etc., etc., et qui a aussi de vilains défauts. Il adore être mis en scène et il se met en scène constamment sur les réseaux sociaux. Et je trouve dommage qu'il confonde administrer un ministère et jouer à la vedette sur les réseaux sociaux. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas véritablement aménager le créole du point de vue de son statut, du point de vue de ses fonctions éducatives. On ne peut pas aménager le créole en dehors d'un plan stratégique d'aménagement du créole dans le système éducatif national. Mais On ne peut pas. on te dira, Auriol, il faut bien commencer quelque part. Par exemple, au moment où la réforme Bernard a démarré, okay, il y avait des résistances, et je suis d'accord, au niveau même du gouvernement de l'époque, il y avait cette résistance parce que le français crée une certaine distance. C'est une langue de mystification par rapport à la majorité de la population. Donc, cette résistance venait de là aussi, comme si enseigner en créole pouvait faire baisser la qualité de l'enseignement. Il y a une série de considérations qui a fait qu'au fur et à mesure, on a laissé tomber cet aspect du plan. Mais est-ce que on est en 1980, 40 ans après, plus de 40 ans après, est-ce qu'il ne faut pas essayer, ne serait-ce que dans une démarche initiale, comme le fait le ministère en ce moment, revenir au créole? Bon, je crois qu'il faut essayer en aménageant en amont un certain nombre de conditions d'efficacité et d'efficience de la démarche. Il est extrêmement important de rappeler à tes auditeurs que au moment du lancement de la réforme Bernard et au début du lancement de la réforme Bernard, le ministère de l'Éducation disposait d'un appareillage structurel institutionnel extrêmement important qui s'appelait l'IPN, l'Institut pédagogique national, qui était une structure administrative permettant aux gens non seulement de réfléchir à la vision, à la perspective
de l'aménagement du créole dans le système éducatif, mais également de produire des instruments pédagogiques et des instruments didactiques pour encadrer cette démarche, ce qui n'existe pas actuellement au ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale aurait pu, par exemple, créer, et je l'ai proposé à plusieurs reprises, aurait pu créer une direction de l'aménagement linguistique, de l'aménagement des deux langues officielles dans le système éducatif national. Ce qui n'a pas été fait, ma proposition n'a pas été entendue, et ceci, je le comprends, parce que le ministère souffre d'un très lourd déficit de vision et de compétences dans le domaine de l'aménagement du créole et du français dans le système éducatif national. Il y a eu en 2000, et ça fait déjà de longues années, il y a eu en 2000 un très bon rapport d'enquête sur l'aménagement linguistique en salle de classe. C'est le titre du document officiel publié, commandité par le ministère de l'Éducation et publié en l'an 2000. Et Pierre Vernet, par exemple, a participé aux enquêtes, l'anthropolinguiste Rachel Doucet a participé aux enquêtes de terrain et toutes les recommandations de ce formidable outil d'analyse, toutes les recommandations ont été très gentiment, comment dire, exilées dans le grenier le plus lointain du ministère de l'Éducation nationale. Donc, le ministère passe commande d'études de situations très précises dans l'école haïtienne et ne tient même pas compte des recommandations, des documents qu'il a demandés. Bon, ceci traduit encore une fois le lourd déficit de vision et de mesures d'encadrement de l'aménagement et du créole et du français de l'école haïtienne. Mais je veux quand même ajouter un aspect important parce que la dimension politique dans tous les pays du monde qui ont mis en œuvre des politiques d'aménagement linguistique, la dimension politique est extrêmement importante. C'est une responsabilité, c'est une obligation de type régalien. Il faut que l'État soit mobilisé pour mettre en œuvre, pour conceptualiser et mettre en œuvre des lois d'aménagement linguistique, des mesures d'aménagement linguistique. Et je dirais très clairement, et puisque je n'ai pas l'habitude de me taire à mauvais escient, je dirais qu'au plan politique, l'actuel cartel politico-mafieux du PHTK du Valériste, avec à sa tête le funambule Ariel Henry, ce cartel politique mafieux n'a pas de projet éducatif pour la République d'Haïti. Ceci est extrêmement important. Robert Berretoriol, on ne va pas noyer notre échange dans le flot politique. Tu l'as dit au départ, on va d'une démarche scientifique. Oui, mais je voulais simplement... Non, non, ceci n'empêche pas cela. Je sais que tu vas me dire ceci n'empêche pas cela. On ne va pas s'attarder à cette dimension. Je voulais quand même signaler que la dimension politique est extrêmement importante. Lorsque le Québec a lancé, il y a une cinquantaine d'années, sa démarche d'aménagement linguistique avec la loi 101, ça a été une démarche politique et législative. Donc, je ferme la parenthèse. Et pour toi, c'est important que dans une démarche gouvernementale, la loi mère, donc la Constitution, soit respectée, que ça soit soutenu par une démarche, par un regard sur le législatif, sur la loi. Maintenant, il y a une chose qui a retenu mon attention par rapport dans cette dynamique d'aménagement linguistique. Ce sont aussi des expériences qui avaient été engagées. J'ai parlé de la réforme Bernard, on est dans le gouvernement. J'aurais pu parler d'une expérience extrêmement intéressante également dans la dynamique d'alphabétisation. On avait mission à le faire, on avait si. Est-ce que quelque part, au-delà du gouvernement, au-delà d'un ministère, la problématique de la coexistence des deux langues ne vient pas d'une absence de souci de la part de certains secteurs, que ce soit dans l'éducation, société civile, etc.,
de faire du créole effectivement une langue. Par exemple, il y avait l'alphabétisation, mais la démarche post-alpha. On était en amont tout à l'heure. Mais en aval, la démarche post-alpha, il n'y a pas eu de documentation pour permettre aux gens d'aller au-delà, ceux à qui on donnait le b.a.-ba de l'alphabétisation, etc. Donc, c'est une réflexion globale qui va au-delà, Robert Berret-Auriol, d'un ministère et d'un gouvernement. Je pense qu'il y a aussi notre responsabilité à tous par rapport à la coexistence des deux langues. Et c'est là où je crains, puisque j'ai vu passer aussi sur les réseaux sociaux des réactions, je crains que ta démarche à toi ne soit vue comme étant une perpétuation de la supériorité du français par rapport au créole. Bon, tu parles d'alphabétisation, je pense que c'est un champ extrêmement important. Le linguiste Renaud Gauvin, actuellement doyen de la faculté de linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti, il a dressé un bilan de l'alphabétisation qui est extrêmement important, qu'on peut consulter sur les sites du journal Le Nouvelliste. C'est une alphabétisation inaboutie qui a implosé en plein vol. Il n'y a pas eu véritablement de post-alpha. Première chose. Cette question de l'aménagement simultané du créole et du français dans le système éducatif haïtien est extrêmement importante et je crois que certaines personnes ne la comprennent pas en termes de vision qui est enracinée dans les articles 5 et 40 de la Constitution de 1987. Parce que la plupart du temps, on dit aménagement, mais il ne faut aménager que le créole. D'accord. Moi, je plaide pour un aménagement simultané des deux langues. Et à la page 6, j'attire ton attention là-dessus, à la page 6 de mon article, où je parle des enjeux de l'aménagement du créole et du français dans l'école haïtienne, je dis bien, je pose la question et j'y réponds, quels sont ces enjeux? Je dis que de manière générale, il s'agit de promouvoir la reconnaissance de l'égalité constitutionnelle des deux langues officielles d'Haïti. Donc, conformément, ça va de soi, aux articles 5 et 40 de la Constitution de 1987. Je précise que le principe de l'égalité constitutionnelle des deux langues officielles d'Haïti doit légitimer la fin de la minorisation institutionnelle du créole, de sorte qu'il n'y ait pas de faux semblants de l'aménagement du créole dans le système éducatif haïtien. Le principe de l'égalité constitutionnelle doit légitimer la fin de la minorisation institutionnelle du créole, en particulier dans le système éducatif. Donc, tu vois, ma vision, ma position tient les deux bouts de cette réalité sociolinguistique. Nous avons deux langues officielles. Il y a le français qui est en usage dominant en Haïti. Il y a le créole qui est en minorisation institutionnelle. Donc, il faut qu'une loi d'aménagement linguistique, en particulier dans le système éducatif national, puisse régler ce problème. Voilà le fond de ma position. Il ne s'agit pas pour moi de défendre à tout prix la langue française en Haïti ou de défendre de manière obsessionnelle et idéologique la langue créole. Il s'agit de les aménager sur des bases solides et constitutionnelles. Et Robert Berret-Auriol, qu'est-ce qui, parce que toute la démarche derrière ça, c'est dire qu'il faut quelque chose de beaucoup plus structuré. Si par exemple, devant l'urgence de la coexistence, ok, parce que là, on est en train de réfléchir à une renaissance de l'État, devant l'urgence de cet équilibre, on dit que l'école a besoin d'être enseignée, les métiers et autres choses, dans la langue parlée par la majorité. C'est ce qu'on appelle rapidement une école adaptée, ce que tu vas traduire par un aménagement nécessaire à l'enseignement, etc. Qu'est-ce qui devrait être fait dans l'urgence?
Robert Bertoria, dans l'urgence. D'accord. Est-ce qu'on devrait s'attarder encore dans la réflexion? Oui, dans l'urgence, je crois qu'il y a lieu que la société civile organisée s'empare de la question linguistique. Ceci est extrêmement important parce que dès qu'on énonce le mot créole, ça déchaîne toutes sortes de passions en Haïti. Et, sauf que, hélas, la densité de cette passion, de cet amour pour le créole, ne se traduit pas par des mesures législatives et administratives de niveau. Bon, d'accord. Je crois que la société civile haïtienne doit s'emparer de la question linguistique et faire des propositions. Et propositions soutenues en particulier par l'Association haïtienne des professeurs de français et de créole d'Haïti, qui est une association extrêmement dynamique. D'accord? Il faudrait que cette société civile organisée propose des instruments ad hoc, des instruments provisoires en vue d'un aménagement ultérieur. Ce qu'on peut faire dans l'immédiat, c'est constituer une unité de réflexion sur l'aménagement des deux langues officielles, une unité de réflexion sur les outils pédagogiques et didactiques actuellement en usage dans le système éducatif national, une troisième structure en lien avec les deux premières que je viens d'énoncer, une troisième structure sur quelles sont les mesures législatives et administratives à mettre en œuvre pour que, au lancement d'une véritable refonte du système éducatif national, je ne parle pas de réforme, je parle de refonte, au lancement de la refonte du système éducatif national, ces trois structures ad hoc puissent faire des propositions très concrètes et que ces propositions soient largement débattues dans toute la société haïtienne. Et ceci est extrêmement important. Donc, il ne s'agit pas d'attendre que les conditions idéales soient enfin réunies ou parachutées depuis la stratosphère. Il s'agit sur le terrain d'instituer, de mettre sur pied des structures qui nous permettront d'avancer de manière méthodique. Et c'est là où, et c'est pour ça que j'avais évoqué l'expérience de la société civile. Mission Alpha, par exemple, qui était un projet colossal, intéressant, mais qui va se colter, qui va être bloqué. Et là, on ne peut pas parler de gouvernement. Et c'est là où je parle de la responsabilité de la société civile. La production qui devrait se faire aussi en créole dans une dynamique éducationnelle qui puisse permettre, parce que jusqu'à présent, le livre unique va exister, OK? Mais pour permettre à l'enfant d'aller au-delà, est-ce qu'il y a assez de production en créole? Je me rappelle, et je le disais, même les journaux, à un certain moment, on se rappelle, il y avait le journal Boucan, le journal, le tout dernier qui était en créole, c'est Journal Liberté, mais on n'a plus de référent créole si on veut aller lire des nouvelles, aller faire ci, aller faire ça. Il y a, je suis d'accord avec toi en ce sens, une réflexion plus profonde, la responsabilité aussi de la société civile, et j'ai aimé cet aspect que tu as évoqué. Pour terminer, terminer maintenant de manière ponctuelle, parce qu'il y a tellement de choses à dire et on va revenir, Robert Berret-Auriol, deux fois plutôt qu'une, peut-être trois fois plutôt qu'une, sur la question de la linguistique. Mais en ce moment, je voudrais qu'on revienne à un élément ponctuel qui est justement la question du livre unique. Dis-nous, quel est le potentiel d'une telle démarche? D'accord. C'est extrêmement important. Plutôt que de me prononcer, moi, personnellement, sur le livre unique en créole, j'ai formé un projet d'entrevue avec des acteurs de terrain. Très bien. Et je leur donne la parole en premier. Ensuite, je prendrai moi-même la parole. Alors, il s'agit d'entrevues réalisées en Haïti avec des
éditeurs de manuels scolaires. D'accord? Il y en a 7 qui ont été choisis par le ministère de l'Éducation pour éditer le livre scolaire unique. Il s'agit d'entrevues avec des linguistes, didacticiens, intéressés et qui sont implantés sur le terrain et qui sont extrêmement motivés en ce qui a trait à la didactique et à la didactisation du créole. Il faut qu'on revienne à un moment donné sur l'énorme problématique de la didactisation du créole. Il s'agit aussi de journalistes intéressés par des questions de l'éducation. Donc, j'ai donc sollicité 5 intervenants, y compris le président de l'association des professeurs de français et de créole d'Haïti, pour qu'ils fassent eux-mêmes un bilan, qu'ils présentent leur vision de ce livre unique qui, semble-t-il, sera lancé, sera distribué dans les écoles haïtiennes déjà pour la à partir du mois prochain. Bon, je dirais rapidement que dès le départ, il semble y avoir de gros problèmes avec ce livre unique. Il y a déjà, j'ai pu recueillir des témoignages des directeurs d'école et des enseignants qui s'opposent entièrement et totalement au livre unique. Ils avancent l'argument qu'il faut entendre, qu'il faut pouvoir réfléchir à ce qu'ils disent. On ne peut pas enfermer l'acquisition des savoirs et des connaissances à l'intérieur de 300 pages. C'est une absurdité pédagogique. Bon, ça, c'est leur argument principal qu'il faut entendre et qu'il faut mettre en débat, d'une part. D'autre part, il n'y a pas un livre unique. Et là, vraiment, ça va ruer dans les brancards. Il n'y a pas un livre unique. J'ai pu confirmer qu'il y a 7 livres uniques édités par 7 éditeurs différents de manuels scolaires, répondant aux critères de choix consignés dans le cahier de charge. Donc, Haïti va se retrouver le mois prochain, non pas avec un livre unique, mais avec 7 livres uniques, version spécifique à chaque éditeur. Donc, chaque éditeur propose pour les 5 matières contenues dans ce livre unique, chaque éditeur propose son propre matériel pédagogique, son propre matériel didactique. Ah bon? Donc, non, mais je te dis, ça va être la Troisième Guerre mondiale. C'est extrêmement grave parce que le ministère présente ce projet de livre unique comme étant la solution miracle, permettant aux parents de faire l'économie d'un tas de livres qu'il fallait acheter à chaque rentrée scolaire pour chaque élève, etc. Les frais scolaires sont très élevés. Et voilà, nous ne sommes pas en présence d'un livre unique, nous sommes en présence de 7 livres uniques. Alors, le ministère de l'Éducation fait la promotion d'un livre unique et il s'apprête à diffuser 7 livres uniques différents dans les écoles du pays. D'une part. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que le système éducatif national est financé et administré à hauteur de 20% uniquement par l'État haïtien. Les 80% de l'offre scolaire en Haïti, les 80% sont financés et administrés par le secteur privé, national et international. De sorte que je suis directeur d'une école privée. Aucune loi, aucun règlement, aucun dispositif juridique ou administratif ne m'oblige à recevoir et à utiliser le livre unique du ministère de l'Éducation. Alors, voilà à quelle situation on va devoir se confronter dans quelques semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation que les directeurs d'école, pour que les directeurs d'école utilisent le livre unique. Je peux choisir, comme directeur d'école, de contourner la démarche du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle de la part du ministère de l'Éducation de l'implantation du livre unique dans les écoles haïtiennes. Il n'y a pas de mécanisme de contrôle permettant de faire un bilan dans 6 mois, dans 1 an,
de cette opération d'implantation des 7 livres uniques, et il n'y a pas de mécanisme juridique et administratif qui obligerait les 80% d'écoles privées du public à utiliser le livre unique, les 7 livres uniques. Et c'est une situation, à mon sens, explosive parce que le livre unique, selon le ministère de l'Éducation, est censé contrer les inégalités dans le système éducatif national. Or, il se trouve qu'avec 7 livres uniques, qui ne peuvent être légalement, entre guillemets, diffusés que dans 20% des écoles haïtiennes, nous allons assister à une perpétuation des inégalités sociales dans le système éducatif. Parce que, par exemple, au petit séminaire au Collège Saint-Martial à Port-au-Prince, au Collège Byrd, école privée, à Saint-Louis-de-Gonzague, à l'école de Franck-Étienne, au Bel-Air, des écoles privées ne sont pas tenues, de par la loi, de par les règlements, d'utiliser le livre unique. Ils ont la liberté et ils ont le droit, puisqu'il s'agit d'institutions privées, de n'utiliser que leur propre matériel pédagogique. Ça veut dire qu'il serait tout simplement une question de collaboration volontaire. Je veux ou je ne veux pas entrer dans la démarche du ministère de l'Éducation nationale. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Je vais revenir avec toi, Robert Berret-Auriol, sur cette question. Regardez comment ça se passe sur le terrain. Et comme tu l'as dit toi-même, je te laisse travailler ta série d'interviews sur la question. Et puis, on va revenir parce que c'est important de tenir le public informé, de tenir le public, d'aider le public à voir les dessous de cette démarche. Il ne s'agit pas pour moi d'aller regarder si c'est bon ou si c'est mauvais, etc. C'est le rôle et la responsabilité du spécialiste que Robert Berret-Auriol est, mais je promets à mon auditoire de revenir systématiquement sur la question et d'aborder aussi d'autres aspects de la linguistique. Il y avait un débat sur la question de l'académie que je voudrais aussi aborder avec toi. Le plaisir est le même chaque fois, Robert Berret-Auriol. On se retrouve pour ne plus se quitter. Excellent, excellent. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui et à bientôt, Robert Berret-Auriol. Ça me fait grand plaisir. Merci, merci. Allez, au revoir. Au revoir.